Interpares numéro 25. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose que j'aime pas trop faire, qui est que je vais parler d'un livre que j'ai pas aimé en fait. Mais bon, Interpares, c'est pas des exercices d'admiration. Les chroniques littéraires que je fais sur ma chaîne vidéo, c'est pas des exercices d'admiration. Il m'arrive de parler de livres que j'ai moyennement aimés, je le dis pas forcément, mais j'essaie d'en parler quand même et de voir un peu voilà, comment ça m'accompagne moi dans mon trajet intellectuel. Hein. Ça paraît un peu pompeux de le dire comme ça, mais voilà, c'est comme ça. Et puis, puis parfois aussi, bien sûr, je ne cache pas mon enthousiasme. Là, je vais avoir du mal à cacher mon manque d'enthousiasme. Ce livre, c'est Le Soufi de Marc Graciano. Ça vient de paraître aux éditions du Cadran Ligné. Et bon, j'ai d'autant plus malaise à dire que je n'ai pas aimé ce livre, qu'en plus c'est un éditeur, le Cadran Ligné, que j'aime bien, un petit éditeur que j'ai envie d'encourager, et donc je vous invite quand même à aller regarder le catalogue du Cadran Ligné, à commander les livres du Cadran Ligné. Il y a des choses très bien, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, encore il n'y a pas très longtemps. Mais dans la dernière vidéo, je range mon bureau d'ailleurs, je crois. Bon, peu importe. Le Soufi de Marc Graciano, moi ça m'avait été un petit peu vendu, comme on dit. J'aime pas trop ce vocabulaire-là, mais bon, peu importe. Comme un livre qui était un magistral exercice de style, mais extrêmement émouvant en même temps. Pourquoi? Parce que le texte fait une 60aine de pages et c'est une seule phrase. Alors c'est vrai que bon, c'est le genre de prouesse formaliste que j'aime bien, enfin qui en tout cas m'intrigue ou m'intéresse. Et donc, j'ai lu ça en me disant, tiens, voilà, par exemple, ça va me faire penser à quoi? À Comédie classique de Marine Diaye, dont on parlera après. Un livre constitué d'une seule phrase. Et en fait, j'ai envie de dire que Marc Graciano triche. Évidemment, j'ai pas le droit de dire ça, parce que chaque écrivain invente les règles qu'il désire, et chaque créateur, chaque artiste a des droits et des libertés, bien entendu. Ce que je veux dire, c'est que il y a une tricherie par rapport à mes attentes, donc c'est pas une tricherie. Mais en tout cas, moi, en commençant à lire un livre dans lequel on me dit c'est une seule phrase sur une 50aine de pages, je m'attends en fait à une phrase dont on finit par perdre le fil. C'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien, c'est le cas avec Comédie classique, à quel moment il y a éventuellement eu la proposition principale et l'emboîtement des subordonnés, l'hyper-hypotaxe, comme on dit en linguistique, est tellement complexe qu'on ne sait plus où on en est. Et c'est ce que j'avais beaucoup aimé dans Comédie classique, c'est que on continue à lire, et il y a d'abord cette espèce de geste évidemment extrêmement radical qui fait que, entre autres choses, quand est-ce qu'on pose le marque-page? Comment on fait pour lire un livre comme ça si on n'a pas 3 ou 4 heures devant soi? Parce que ça ne fait que 120 pages, Comédie classique de Marine Diaye, mais néanmoins, ça prend quand même facilement 2-3 heures, au moins 3 heures, même si on est un lecteur aguerri, parce que la structure même de ce livre phrase implique une concentration quand même très forte et parfois et très souvent, plus souvent que dans un livre classique, on va dire. C'est drôle que ça s'appelle Comédie classique d'ailleurs, mais dans un livre ordinaire constitué d'une multitude de phrases, ça implique beaucoup plus de repartir en arrière et d'essayer de retrouver le fil. Alors ce que moi j'avais beaucoup aimé dans Comédie classique, c'est qu'à un moment donné, il faut renoncer. Il faut renoncer à vérifier la structure grammaticale en quelque sorte, à suivre, pas vérifier, c'est suivre la structure grammaticale et savoir où on en est dans la phrase. Et on finit par rentrer dans le discours, par rentrer dans les éléments du discours qui font récit, et on est obligé de se laisser emporter, on est obligé de faire confiance en fait à cette phrase, de faire confiance en l'occurrence, à l'autrice du texte, Marine Diaye. Alors dans le Soufi de Marc Graciano, c'est pas ça du tout, parce que c'est plutôt un pacte d'écriture à la Thomas Bernhardt, dans lequel il y a la répétition constante de « dis le gyrovague, dis le gyrovague ». Le texte est un récit rapporté par un moine ambulant, un gyrovague. Ça, c'est une autre réserve plus forte en fait que j'ai sur le livre, j'en parlerai peut-être après si j'y pense, c'est le vocabulaire en fait. Voilà, j'en parle maintenant. C'est en fait, il y a une très grande préciosité de vocabulaire et que moi je dis préciosité parce que je trouve ces finesses lexicales totalement superflues le plus souvent. Bon, éventuellement j'y reviendrai ou pas, peu importe. Dans le Soufi, la phrase unique, en fait, c'est une phrase qu'on suit très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une fausse phrase unique. C'est constitué d'énormément d'incises, il y a beaucoup de dit le gyrovague et le gyrovague disait, etc. Ce qui fait qu'en fait, c'est comme s'il y avait, évidemment c'est une exagération de ma part, mais c'est comme s'il y avait une multitude de phrases, mais simplement qu'elles avaient été refondues ensemble avec des virgules et des incises. Et du coup, moi j'ai été très déçu par ça. Voilà. Donc j'ai dit qu'il y avait tricherie. Non, il n'y a pas de tricherie. L'auteur a le droit d'écrire le livre qu'il écrit, et ça reste un livre très intéressant par de nombreux aspects. Mais déjà, il y a eu cet aspect-là. En fait, c'est une phrase, oui, mais c'est une phrase qu'on suit trop facilement, finalement. Et ce qui fait qu'en fait, on peut, contrairement à la comédie classique, on peut très bien mettre son marque-page, au bout de 10 pages, s'arrêter, reprendre, et ça pose pas réellement de problème dans le pacte de lecture. Donc finalement,
pas assez expérimental, ou pas assez compliqué, ou pas assez incompréhensible pour moi. Donc bah du coup, peut-être que c'est un énorme compliment que je fais à Marc Graciano. Si je dis que je trouve pas ça assez incompréhensible, bah, c'est que c'est bien compréhensible et que du coup, ça se lit bien. Sur la question émouvante, j'ai pas été très ému en fait par ce texte-là. Je trouve la révélation du milieu, dont je ne vais pas vous parler, pour justement préserver une partie du secret du texte et du récit, et puis le geste final du soufi, justement de ce petit homme mystérieux décrit par le gyrovague. Là encore, je trouve ça un peu convenu. Alors, je fais ces vidéos et à chaque fois, je m'impose de lire un ou plusieurs extraits. Alors évidemment, un texte entièrement composé d'une seule phrase, bah, c'est à peu près impossible de sortir un extrait. Alors je vais essayer de le faire quand même. Et j'avais noté la page 28. Là, il y a une série de comme si, ça c'est pas terrible, enfin c'est très beau, mais c'est pas facile de... on va faire ça. Et le gyrovague dit qu'après un moment, il avait compris que ce mouvement était celui de la respiration du petit homme, et que c'était curieux cette constatation qu'il avait faite si tardivement, cette compréhension différée que la vague qui emportait l'intérieur du petit homme n'était rien d'autre que le souffle du petit homme. Mais de vrai, fit remarquer le gyrovague, c'était comme si la respiration du petit homme n'avait plus été à la source de la vague, mais comme si la vague l'initiait, comme si la vague générait la respiration du petit homme, voire comme si la vague ne trouvait plus son origine à l'intérieur du petit homme, mais à l'extérieur de lui. Puis que le petit homme, dit le gyrovague en reprenant le fil de son récit, rouvrit brusquement les yeux en même temps qu'il cessa sèchement de jouer, et le gyrovague dit que les yeux du petit homme le fixèrent et que c'était un regard pur en même temps qu'éthéré, comme vague en même temps que pénétrant, un regard extatique, dit le gyrovague, comme après pâmoison, osa le gyrovague, et que c'était, rajouta le gyrovague, comme si le petit homme avait lu à travers lui le gyrovague, non seulement à travers sa vêture et sa charnure, dit le gyrovague, mais mêmement à travers son esprit, l'esprit du gyrovague, comme si le petit homme eût pu transpercer son âme, l'âme du gyrovague, comme si le petit homme eût pu deviner ses pensées, celles du gyrovague, les pensées intimes et secrètes du gyrovague, celles que lui-même le gyrovague connaissait et désirait sceller, mais mêmement et en rang premier, celle que le gyrovague ignorait, dit de ses pensées le gyrovague, etc., etc. Et j'ai différé de dire une autre chose, une autre respiration, un autre style, une autre écriture à laquelle forcément ce genre de texte fait penser. Et j'ai fait exprès de choisir, mais c'est un passage qui est très similaire aux autres, en fait, à l'ensemble du texte. Toutes ces répétitions, dit le gyrovague, et que, mais, etc., avec les répétitions, avec les reprises, les retours en arrière, et aussi ici, dans cet extrait-là, la polysémie du mot vague, qui sert à composer le nom peut-être le plus courant, le plus répandu, le plus fréquent, voilà, du livre, gyrovague, qui est un mot que moi je ne connaissais pas avant, et puis la polysémie du mot vague, c'est à la fois l'adjectif vague et puis c'est la vague de respiration dans le texte que je viens de lire. Donc il y a tout cet aspect-là, et donc ça fait penser quand même aussi beaucoup à l'écriture dans les traductions, mais quand on lit, moi je lis Thomas Bernhardt en allemand et en français, en allemand quand j'ai du courage, en français quand j'ai pas le temps ou quand j'ai la flemme, il y a cette espèce de reprise dit, notamment par exemple dans le Naufragé, la Untergeher, que j'ai lu, ça fait partie des rares, je pense que j'ai lu dans les deux langues d'ailleurs, mais bon, à deux moments différents. Et d'abord en traduction, et puis plusieurs années plus tard en allemand. Arrête de raconter ta life, bon, peu importe. Donc voilà, il y a aussi cet élément qui rappelle, cet élément justement par vague, successives, par reprise et par répétition, qui rappelle un petit peu l'écriture de Thomas Bernhardt. Bon, je sais que j'ai très mal parlé de ce livre, aussi parce que je l'aime pas beaucoup, donc c'est pas idéal. Je voulais lire un extrait de Marine Gaye, puisque j'ai parlé de Marine Gaye, mais tout ça, ça m'a replongé aussi dans autre chose par rapport à la réflexion sur la phrase torrentielle, sur la phrase difficile à décrypter, c'est Claude Simon, dont j'ai jamais parlé, je crois, dans ces vidéos, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas lu de Claude Simon. Alors un petit coucou à Ahmed Slama. Au passage, abonnez-vous à la chaîne d'Ahmed Slama sur YouTube ou sur Peertube ou où vous voulez. Suivez-le sur Twitter, etc., etc. Et Ahmed Slama, notamment, il a lu tout Claude Simon. Il s'est relu tout Claude Simon, je crois dans l'ordre chronologique, un peu comme moi j'avais commencé à faire mon projet Pinger. Mais lui, il l'a fait avant, puis surtout, il a fini. Alors que moi, le projet Pinger, il est à l'arrêt. Peu importe. La bataille de Pharsale, un texte vraiment qui a beaucoup compté pour moi, et il paraît que ça serait une anagramme possible de la bataille de la phrase, et la bataille de Pharsale commence sans ponctuation avant de soudainement suivre une syntaxe plus classique, avec ce début très connu, jaune et puis noir, temps d'un battement de paupières, et puis jaune de nouveau, deux points, aile déployée, forme d'arbalète rapide entre le soleil et l'œil,
Là, donc il n'y a pas de ponctuation, je m'arrête. Et puis il y avait aussi les géorgiques, parce que je me rappelle que quand j'étais en Cagne, oulala, ça nous rajeunit pas, mon prof de français que j'adorais, qui m'a énormément appris, Michel Boissé, je signale son nom, parce que c'est pas forcément quelqu'un de très connu, mais ça a été un des profs qui m'ont le plus influencé. Il nous avait donné en sujet d'explication de texte le début de la troisième partie des géorgiques. Et le début de la troisième partie des géorgiques, en fait, est constitué d'une seule phrase, qui est interrompue presque immédiatement par une parenthèse. Et moi, ça m'a toujours évidemment beaucoup fasciné, ça m'a beaucoup influencé aussi, parfois dans mon écriture, mais... Et une fois par mois, la vieille dame, parenthèse, la vieille veuve toujours habillée de noir, au visage de bougie, perpétuellement éplorée, perpétuellement larmoyante, au corsage ténébreux fermé sous les vieux tendons, les flasques replis de vieille peau, par le même camé ovale où se détacher sur un fond parme, etc., etc. Et on n'était pas d'accord avec mon prof de français, et j'avoue que j'avais eu plein d'autres choses à faire après, donc j'avais jamais revérifié. Mais moi, c'est moi qui avais fait l'explication de ce texte. C'était pas en examen individuel, en colle, mais c'était en classe, je crois. C'était peut-être entre les écrits et les oraux, je ne sais plus, peu importe. Et j'avais en fait refait toute l'analyse justement logique de cette phrase, et j'en avais conclu que la première parenthèse n'est jamais refermée. J'ai jamais vérifié ça. Là, j'improvise totalement ces vidéos, donc j'ai pas vérifié. Ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, mais peu importe. Et je suis resté dans cette idée, elle est peut-être fausse, que là, et une fois par mois, la vieille dame, cette phrase, en fait, ne se termine jamais, elle est interrompue par une parenthèse qui n'est jamais refermée, puisqu'il y a d'autres parenthèses à l'intérieur de la parenthèse. Peu importe que ça soit vrai ou pas, alors, peu n'importe pas si on étudie Claude Simon, mais pour moi, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que ce sont ces utilisations de la phrase qui radicalise notre rapport à la lecture, et notre rapport à l'interruption dans la lecture, et notre rapport par rapport à ce qu'est le centre. Et je pense que ça a fait partie de mes premières expériences de lecture en matière de décentrement, tous ces textes-là. Le fait que l'on est obligé d'abandonner le contrôle. C'est-à-dire que en tant que lecteur, on contrôle forcément sa lecture, mais la volonté de contrôler le texte, elle nous échappe totalement du fait d'une stratégie syntaxique particulière. Et c'est ce qui se passe dans Marine Diaye. J'ai perdu la page, ça c'est un peu bête, parce que je voulais lire un extrait de Marine Diaye. Ça sera pour une autre fois, peut-être. Après tout, cette vidéo a déjà dépassé les 10 minutes, donc c'est pas bien, je lis pas d'extrait de comédie classique, mais la raison pour laquelle j'en ai parlé, je le signale, je résume, c'est parce que, comme Le Soufi de Marc Graciano, qui vient de paraître aux éditions du Cadran Ligné, dont j'ai parlé, comédie classique de Marine Diaye, paru chez POL en 1987, je crois, quelque chose comme ça, c'est son deuxième livre, voilà, 1987, repris donc en folio. C'est un livre constitué d'une seule phrase. La raison pour laquelle j'ai parlé de Claude Simon, ça n'est pas parce que, d'après moi, il a écrit un livre composé d'une seule phrase, je ne crois pas que ça soit le cas, mais c'est parce que le rapport à la phrase, j'aurais pu parler de Proust, j'aurais pu parler de Henry James, bien sûr, j'aurais pu parler de Christo versus Arizona, de Camilo José Cela, peu importe. Je veux dire, c'est qu'en tant que lecteur, je sais que je me suis constitué aussi de ces textes qui radicalisent le rapport à la phrase, qui radicalisent le rapport à la phrase, non plus comme une unité moyenne, mais comme une unité incontrôlable. Voilà, c'était des réflexions extrêmement bordéliques, donc je pense que ma vidéo est largement aussi bordélique qu'une phrase à 40 parenthèses. C'est comme ça. C'était Interpares numéro 25.